Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tsi. Et comme l'année dernière, entre les saisons, on s'intéresse aux autres pays. Alors si vous nous aviez écouté, on avait fait l'Allemagne et la Pologne. Et cette année, on va continuer dès aujourd'hui avec deux nouveaux pays, avec un connaisseur de l'intérieur. Bonjour Fred Zoz. Bonjour, salut. Voilà, tu es une personnalité du monde du saut. On entend parler de toi sur Eurosport tous les week-ends par les commentateurs qui te voient à l'écran. Et tu connais bien de nombreux pays du saut. Déjà, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours et jusqu'à ton poste actuel? Ouais, bien sûr. Alors moi j'ai commencé en fait au club à Autran, à l'origine. J'étais sauteur à Autran, pas très bon. J'étais pas un très bon sauteur, mais pas passionné. Et j'ai commencé à entraîner le club en 2001 à Autran. Ensuite j'ai été avec la Fédé, comme coach assistant de la Coupe du Monde de 2007 à 2012. Donc avec Pekka Niemela, avec Mathias Zupan, avec mon cousin Julien Berguillon. Après, je suis passé avec Jacques Gaillard, avec les filles. Jacques, avec qui j'avais travaillé au comité du Dauphiné de 2000 à 2006. Et puis, je suis passé avec les filles, 2 ans en tant qu'assistant, 2012-2014, avec les résultats qu'on connaît avec Colline et puis Julia, puis Léa. Et ensuite, j'ai fait 2 ans comme chef d'équipe avec les filles. Ensuite, je suis allé en Turquie où j'ai retrouvé, c'est Pekka Niemela qui est venu me chercher en Turquie 1 an. Et étant donné que j'habitais à Tarvisio et que je faisais les combinaisons, j'étais à 2 pas de l'Autriche et de la Slovénie. Donc les Slovènes qui étaient un peu à cette période, qui étaient en gros déficit d'équipement de combine, m'ont contacté et évidemment je suis tout de suite parti chez les Slovènes où j'ai passé 2 super saisons. Et après ces 2 saisons-là, j'ai passé donc 4 ans en Finlande avec Lauri Akola et Janne Vatanen. Et à la fin de l'hiver dernier, j'avais envie d'un peu de changement. Puis j'avais une belle proposition, j'avais quelques belles propositions du Japon, de l'Autriche, de la Slovénie. Mon souhait, c'était de rentrer peut-être en Slovénie au début. Mais ça a pas fait parce que tout le monde est un peu tiré avec le plan financier, quoi. Et du coup, j'avais quelques belles propositions et le Japon était l'une d'entre elles, notamment le suit maker, celui qui fait les combinaisons pour le Japon, avec qui je m'entendais assez bien sur les compètes, m'a souvent relancé, demandé qu'il leur manquait vraiment quelqu'un pour s'améliorer. Et voilà, c'est parti avec le Japon depuis l'année dernière et c'est une belle aventure. Je suis vraiment content, quoi. J'ai un rôle un tout petit peu différent de ce que je faisais en Finlande, où en Finlande j'étais vraiment entraîneur. Je m'occupais beaucoup de la technique, de l'entraînement, surtout de la technique et de l'entraînement technique, et puis de la confection des combinaisons, quoi. Donc là, je suis un peu plus basé, même beaucoup plus basé seulement sur les combinaisons, et puis l'échange aussi, évidemment. On est obligé d'échanger avec les athlètes pour faire avancer le développement. Donc on est 2 pour faire les combinaisons des filles sauteuses, des garçons sauteurs, et puis des combinés hommes. Dames aussi un petit peu, mais à un degré moindre, parce que c'est pas un sport olympique. Ouais, donc c'est un beau parcours depuis la France. Et je veux dire que l'Europe entière a lu ton interview dans Nordic Mag récemment, où tu étais partie prenante du projet avec Ryuyu Kobayashi Ouais. en Islande, et cette fameuse phrase qui a vraiment fait réagir sur il aurait pu sauter 340 mètres si la température avait été moins haute. Donc tu faisais partie de cette aventure sans que ça soit le cœur de Ouais. l'épisode. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, déjà, je me suis aperçu il y a 2-3 jours que l'article de c'est Nordic Mag, ouais, Oui, c'est ça. qui a été
qui a été repris. C'est mon collègue norvégien qui m'a envoyé 2-3 screenshots des journaux en Allemagne, en Autriche, en Pologne. Et en fait, eux, tous ces pseudo-journalistes étrangers, ils ont fait du copier-coller et puis ils ont pris la phrase la plus assassine, quoi. Et alors que dans l'interview, il y avait quand même beaucoup d'autres choses. Et voilà, ce qui est ressorti de l'interview, c'est juste le fait que je parle que la FIS est... Voilà, la FIS est peut-être pas trop à la page. Et c'est un peu dommage parce que, ouais, du coup, je ferai quand même plus attention à ce que je dis dorénavant parce que ça fait le tour du monde pour une petite interview de rien du tout. Et donc voilà, mais en tout cas, le projet, depuis l'année dernière, on travaille dessus. Nous, c'est surtout parce qu'on est au niveau en termes de sécurité, on a voulu accompagner Janne Vatanen et Ryoyu sur le projet en donnant notre expertise sur ce qui pourrait se passer en l'air avec le matos. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur un setup 100% identique à la Coupe du Monde, quoi. C'est un point important. Voilà, on n'a pas agrandi les combinaisons, au contraire, on les a même rétrécies à certains endroits. Voilà, on voulait que ce qui se passe en l'air, quand il va sauter sur ce tremplin, ce soit les mêmes choses que ce qu'on a sur des tremplins de vol à ski, quoi. Alors après, voilà, ce qu'il faut bien remettre dans le contexte, c'est que c'était vraiment le rêve de Ryoyu. Et c'est un truc qu'il a fait ensemble avec son sponsor. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment génial. Et c'est aussi, je pense, à mon avis, la philosophie de Ryoyu, c'est que je pense qu'il veut vraiment marquer son sport. Il veut vraiment marquer l'histoire du saut et puis faire des choses qui vont booster et qui vont faire que notre sport soit meilleur, quoi, soit plus visible, soit plus populaire, soit... Et voilà, quoi. Alors après, voilà, on peut débattre sur est-ce que c'est un record, est-ce que c'est pas un record. Pour moi, c'est pas du tout la question. Voilà, il y a un record FIS dans des compètes, et puis après, il y a le record du Guinness Book. En fait, ouais, c'est pas du tout important, quoi. C'est le genre de truc. Nous, l'idée, c'était que voilà, il fasse un saut génial, et puis que En sécurité. En sécurité, et puis voilà, quoi. Alors après, ce qu'il faut savoir sur le tremplin quand même, parce que j'ai entendu tellement de choses et ça me fait tellement rire quand je vois les commentaires des gens qui voient le saut de l'extérieur, c'est que la piste d'élan, c'était vraiment plein de bosses, quoi. J'ai reçu des photos de la trace après son saut où il fait 291 mètres. C'est comme quand on fait sauter les gosses à Chauneuf sur le mini Planitza, quoi. Sur le tremplin de 5 mètres, quoi. Il y avait plus de traces. Enfin, c'était vraiment culotté, quoi. Enfin, les entraîneurs, lui, quand il est remonté après le saut à 291, il a dit vous me remontez tout de suite là-haut. Et les entraîneurs, ils lui ont dit non, mais là, la trace, elle est en train de... La neige, elle tenait plus. Ça... Enfin, et puis en plus, c'était bosselé. Et il y a eu quelques sauts où avec toutes ces bosses, quand il arrivait au moment de faire l'impulsion, et l'équilibre se portait vers l'arrière, les fesses tombaient un peu. Du coup, il était tard et il prenait les skis en sortie de tremplin, il prenait les skis dans la figure. Enfin, c'était quand même violent, quoi. Autre que le record. Enfin, j'ai l'impression qu'en lisant pas mal de commentaires, d'interviews, que voilà, il s'est payé un record du monde. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sauteurs qui se seraient pas élancés en haut. Et ça, je le garantis. Il y en a énormément qui seraient pas partis en voyant la tête de la trace. Sauf que lui, il a la capacité de pouvoir s'adapter sur n'importe quel terrain. Et puis, il avait ça dans la tête et il l'a fait. Et sincèrement, c'était culotté, quoi, parce que vraiment, c'était pas facile, quoi. C'est pas ce que les gens croient en disant, voilà, faire un tremplin de vol à ski sur une pente avec de la neige, sans gabarit sur les côtés, avec la trace qui vient creuser, sans système de réfrigération, sans trace artificielle, je peux vous garantir que c'est vraiment un truc de malade, quoi. C'est un exploit. Et le fait qu'il ait sauté là-dessus et qu'il ait réussi à faire un saut, qu'il ait réussi à faire 4 et 3, je crois, qu'il ait fait 7 sauts
dans ces conditions-là, c'est quelque chose, pour moi, c'est déjà une victoire, quoi, parce que voilà, on ne savait pas à quoi s'attendre. Les vitesses étaient à peu près similaires à ce qu'on a sur les tremplins de vol quand on a du vent arrière. Ouais, c'est ça, ouais. Et 107. donc voilà. Et est-ce que tu as discuté avec lui de ses sensations en l'air depuis les derniers sauts? Non, non, pas beaucoup, ouais, pas beaucoup. La seule chose qu'il a dit, en fait, moi, là, je voulais pas. Il était là-haut avec Yanné, avec donc Stian Andreskines, mon collègue norvégien. Et tu vois, il y avait peut-être 10 personnes de Red Bull Japan, il y avait peut-être 40 personnes de Red Bull Autriche, enfin il y avait le staff qui s'occupait des drones, enfin, voilà, il avait autre chose à faire que m'appeler pour me raconter les sensations, mais moi j'avais le feedback de Yanné, et j'avais le feedback de mon collègue. Et, mais ouais, bon, lui, ouais, non, tout ce qu'il a dit, c'est que c'était fantastique, quoi. C'était un profil de tremplin magnifique, incroyable. Puis surtout, ce qu'il voulait, c'était retourner faire un truc un peu aux origines du sport, quoi, de notre sport. Faire un tremplin comme on faisait quand on était gamin, trouver un endroit qui se prête, faire une grosse bosse et puis s'envoyer en l'air, quoi. Puis ça donne Et des images exceptionnelles. On ne sait pas s'il y aura, je sais pas, un film Red Bull, ils sont bons en communication. Peut-être qu'il y aura peut-être un reportage ou quelque chose qui sortira dans quelques semaines qu'on serait content de regarder, parce que presque là, c'était frustrant d'avoir ces bouts d'images. Mais ouais, nous, en tant que passionnés, on a envie d'en savoir tout ce qu'on peut savoir sur ce qui s'est passé, quoi. ouais, bon, je sais pas ça, j'ai pas été tenu au courant parce qu'en fait, c'est vrai en tout cas avec mes collègues de l'équipe qui étaient au courant, parce que pas tout le monde dans l'équipe était au courant, on était peut-être trois, plus le coach, ouais, quatre, et il y avait pas mal de gens qui étaient pas au courant, même dans notre équipe. Euh, je pense qu'à mon avis là, après qu'il ait fait ce saut-là, on a un peu coupé, quoi. On s'est appelé une fois ou deux, mais on a un peu coupé parce que ça faisait un mois qu'on était un peu tendu. Il est monté une fois là-haut. Les conditions étaient pas bonnes. Il y a eu une avalanche sur le tremplin. Ça s'est rempli. Enfin, la piste d'élan. L'avalanche a rempli la piste d'élan. Après, il y a une avalanche qui est partie sur le côté qui a défoncé la piste de réception. Ils ont dû tout remodeler. Donc après, voilà, il est rentré au Japon. Il est revenu là-bas 3 semaines, 2 semaines plus tard. Et donc, ouais, c'était assez. Après, Ouais, enfin, je sais que mon. ça lui a bien mangé son intersaison, parce que du coup, là, les équipes vont pas tarder à reprendre l'entraînement. Et- Ouais, mais ça, c'est pas du tout un problème. De toute façon, il va faire comme il a fait d'habitude. Il va se reposer, puis affûter un petit peu plus longtemps ce printemps. Et puis, il va recommencer à s'entraîner au mois de juin. Et puis, voilà, il décalera d'un mois après, mais lui, bon, il fera pas de compète avant Kilimanjaro, je pense. Donc, Puis, donc ouais, c'est pas un cette problème du tout. information, enfin, son corps aussi a pris plein d'informations. Moi, j'ai en tête, une fois, j'avais vu un reportage sur Jimmy Vico au 100 mètres où il faisait de l'entraînement en survitesse. Il était tracté pour faire des 100 mètres en 9,20 ou 9,30. Comme ça, musculairement, son corps avait l'habitude de faire des choses plus rapides que quand c'était la course elle-même. Et peut-être que, mine D'accord. de rien, en termes de saut, il a fait ses sauts, quoi. Il a eu ces vitesses-là de vol, il a eu cette durée-là en l'air. Ça va peut-être aussi l'aider en sensation, non? Je sais pas, je suis pas certain. Ça va peut-être. Enfin, bon, moi, de ce que j'ai parlé encore une fois, avec mes collègues qui étaient là-haut, c'est que les deux derniers sauts, c'était vraiment deux sauts de grande qualité au niveau technique. Et ensuite, quand tout de suite après, ils m'ont envoyé les vidéos, le jour même, 10 minutes après, moi, ce que j'ai analysé tout de suite, c'était la position de vol des skis et des pieds en l'air. Et en tout cas, c'est sûr quoi, il a fait des choses qu'il a améliorées par rapport à Kulm, par exemple. Mais est-ce que ça va vraiment lui servir? Je suis pas sûr. Enfin, tu vois, il y a des mecs comme Camille Stor et tout ça, ils ont, tu vois, plus de 200 sauts au-delà des 200 mètres. Et à mon avis, c'est pas ces 7 sauts-là qui vont faire que Ryo Kobayashi sera meilleur que les autres en vol à ski, sincèrement. Je pense pas. En tout cas, il l'a fait et ça, c'est tout Ouais. à son crédit, ouais. C'est clair.
On va passer spécifiquement sur le Japon, même si on en parlait finalement Ouais, via Ryoyu Kobayashi. Donc, bah, tu t'as un peu décrit ton rôle actuel. Donc, voilà, finalement, tu es responsable combinaison pour l'équipe hommes-femmes et combiné. Ou ouais. tu as aussi d'autres attributions dans le staff. Tu passes du temps au Japon avec eux ou c'est comme eux qui viennent beaucoup en Europe? Non, bah, pas assez non, au Japon. J'y vais pas assez. En fait, ouais, mes prérogatives, elles sont à 100% sur le développement des combinaisons. En fait, on travaille, moi et mon collègue norvégien, avec Mizuno et avec la fédération japonaise. Donc, vu que Mizuno est notre partenaire, notre équipementier, et que c'est eux qui coulent les combinaisons, qui font les combinaisons. Nous, on s'occupe de, voilà, de développer les combinaisons, les patrons. Et ensuite, on travaille avec Mizuno qui fournit les combinaisons aux athlètes. Et puis, on en coule quelques-unes, on fait toutes les combines tests. Et voilà. Ensuite, au Japon, ben, l'année dernière, j'y suis allé qu'une fois, en été. Et on avait projet d'y retourner au mois d'octobre avant les premières Coupes du Monde. Sauf que, ben, comme partout, les budgets sont vraiment tendus. Et on n'a pas pu retourner au Japon autant qu'on aurait voulu. Donc, ce qui fait que par rapport aux autres nations, on a quand même un peu des soucis parce que on n'a pas les athlètes avec nous tous les jours. Et quand on a une idée qu'on voudrait faire quelque chose, il faudrait soit attendre que les athlètes viennent en Europe. Et il n'y en a pas beaucoup qui viennent en Europe. Enfin, il y a Sarah qui vit à Kranjska Kagora la plupart de l'année, la plupart du temps. Il y a le team Chuchia qui vient là, qui va venir au mois de juin avec Kazai, Yuki Ito principalement. Et puis là, cette année, ils vont prendre aussi une petite jeune, une fille, Yuzuki Sato, qui a un beau potentiel chez les filles. Et puis ensuite, il y a Taku Takeuchi qui va passer un petit peu du temps là. Et puis Naoki Nakamura, je vais m'occuper un petit peu de lui cet été dès qu'il sera là. Et, enfin, il devrait être souvent en Europe, mais sinon, les trois quarts des athlètes restent au Japon. Et il faudrait qu'on puisse y aller plus souvent, quoi. Mais on travaille à distance, on travaille sur les ordinateurs. Mizuno fait un peu le relais avec nous là-bas. Et puis, on a surtout le gros du développement et du travail. En fait, il se passe du mois de novembre au mois d'avril, quoi. Finalement, ouais, quasiment à la saison, parce que comment ça se passe le lien entre la fédération? On sait qu'au Japon, ils ont un système de club Ouais. où beaucoup de sauteurs sont salariés. Comment tu peux nous en dire plus sur ce système? Ouais, bon, je pense pas vous apprendre beaucoup plus que vous savez déjà, mais voilà, ouais, enfin tous, non pas tous malheureusement, mais beaucoup d'athlètes sont dans des teams privés. Donc ils ont leur entraîneur dans le team privé et ils s'entraînent avec eux toute l'année. Il y a donc Kento Sakuyama et Kinjo, son assistant, qui sont eux entraîneurs de l'équipe nationale. Euh, Il n'y a pas de stage d'organiser pendant l'été, si ce n'est peut-être voilà, une semaine où quand il y a les compètes au Japon, tout le monde se rassemble et là ils font un peu des réunions, ils observent les athlètes. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple Kento Sakuyama, lui, il est entraîneur d'un team privé aussi. D'accord. Il est entraîneur d'un team privé, mais aussi entraîneur de l'équipe nationale. Parce que sinon, Et il ah, n'aurait pas de quoi s'occuper l'essentiel de l'année, quasiment, en fait. Si... avec son job privé, et son Non, team justement, avec privé. son job fédération, il verrait pas de sauteur pendant plusieurs mois s'il n'avait pas une activité avec le privé. Oui, 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 aussi, ouais. Donc, ouais, c'est un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, ça donne une sécurité financière aux athlètes. Ça leur permet de faire des stages, ça leur permet de s'entraîner tous les jours, d'avoir un entraînement de qualité. Puis après, ben voilà, ce qui est un petit peu. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qui touche ma partie à moi, bah, c'est un petit peu compliqué parce que la fédération n'a quand même pas beaucoup de moyens. Et nous, on aimerait des fois qu'ils viennent, tu vois, 2, 3 jours avant sur les compètes pour qu'on puisse tester ou en stage, qu'on puisse tester un peu le matos avant d'aller en compète. Et puis, ben, ça, des fois, ça nous fait un peu défaut. Donc, du coup, on est obligé un peu d'être hyper réactif à l'instant T, quoi, sur Le les premier journées de entraînement, compète. quoi. Ouais. Ouais. Et puis, donc, ouais, c'est un point logistique qui est un peu compliqué. Mais bon, malgré tout,
ça marche quand même bien. Alors, ça fait qu'1 an que je suis là-bas et j'apprends tous les jours un peu les plus, les moins. Et puis, mais ouais, globalement, enfin, en tout cas pour moi, ça se passe super bien. J'aimerais juste voir les athlètes un peu plus souvent. On a prévu d'y aller 2 fois cette année. On verra si le budget nous le permet. Et puis, ouais, une fois au mois de juillet, fin juillet avant de venir à Courchevel, une fois au mois d'octobre avant d'aller à Rouka. Et puis après, pendant les Grands Prix, les athlètes sont là et puis on essaye de faire le maximum du travail quand on est avec eux, quoi. Et ouais, en période de compétition, ils sont pris en charge avec la fédération. À ce moment-là, ils sont plus club où il y a encore des liens. Par exemple, après une épreuve, le sauteur, il voit avec l'entraîneur de la fédération ou il appelle son coach perso pour les choses, les Euh, rectificatifs, tu vois. Je sais qu'en tout cas, nous, les athlètes du groupe hommes, ils font vraiment très confiance à Kento, qui est un jeune entraîneur avec un œil fantastique. Pour moi, je pense que c'est vraiment un très très bon coach. Donc, dans notre groupe, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup été une transition facile et surtout, Kento, il a quand même beaucoup voyagé en tant que sauteur. Et puis là, comme entraîneur, ça fait déjà 4-5 ans qu'il est en Europe tout le temps. Donc il a la vision du saut comme il se fait en Europe, alors que des fois les coachs des teams privés, ils restent qu'au Japon. Et c'est difficile pour eux des fois d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'il faudrait faire techniquement pour progresser. Et donc je pense que voilà, Kento, et puis même l'entraîneur des filles qui a beaucoup bourlingué, ça se passe quand même bien, quoi. Mais ouais, en tout cas, il y a une transition à faire de l'été à l'hiver et peut-être que pour certains athlètes, ouais, c'est pas toujours facile. Il y a des athlètes qui s'affectionnent un peu plus avec certains coachs que d'autres, comme dans la vie, nous, avec les amis. Donc c'est pas toujours évident, mais je pense que ça marche plutôt bien. Et est-ce que tu dirais qu'il y a un style de saut japonais, une école technique, hein, que ce soit en l'air, on a l'habitude de voir des sauteurs qui bougent assez peu. Bon, on sait qu'il y a une propreté aussi au télémark, c'est des choses Mm. qui sont travaillées. Bon, tu vois, par exemple, on dit tout le temps, les Allemands, c'est des gros pousseurs, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment une Mm. école de saut japonaise? Je pense que la particularité des Japonais, elle vient surtout en fait de leur corps, quoi. Ils sont formés un petit peu différemment. Et puis bon, après, pour ce qui est de la propreté en l'air et puis du télémark, je pense que c'est un petit peu voilà comme les élèves qui vont à l'école avec leur comment on dit, j'arrive plus à pas. Oui, alors, uniforme. Avec leur uniforme, merci, j'arrive plus à parler français. Avec leur uniforme, je pense que ça vient un peu de ça aussi, quoi. Il faut que tout soit bien rangé et voilà. Après, techniquement, ce qu'on a essayé en tout cas de travailler cet hiver, pour moi, il n'y a rien de bien différent de ce qu'on a, en tout cas ce que j'ai toujours voulu travailler avec la Slovénie, avec la Finlande. Ça respecte des principes de base qui est l'équilibre, la souplesse et puis l'explosivité. Donc, je vois pas vraiment de spécificité, si ce n'est que voilà, il y a quelques trucs comme la propreté en l'air et puis qui soient un petit peu kamikazes. Certains d'entre eux, ça vient aussi du fait des conditions d'entraînement qui sautent beaucoup dans le vent de face. Il y a beaucoup de vent au Japon et souvent, et des fois, on peut se tromper sur la qualité des athlètes, quoi. Quand tu prends quelques barres de trop et que tu es vraiment trop agressif en l'air, tu peux faire 135 mètres à Sapporo, mais ça fait pas de toi un bon sauteur, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est quelque chose que notre contributeur là d'Annecy, qui s'appelle Funaki, son pseudo Ouais. sur les réseaux sociaux, nous dit souvent il y a trop d'élan dans les compétitions nationales japonaises. Et c'est quelque chose qu'il nous répète régulièrement. On a du mal nous à voir de l'extérieur, mais donc c'est en lien avec un peu ce vent de face qui facilite les entre guillemets les sauts. Ouais, ouais, je pense, bien sûr. Enfin, nous, on s'en rend compte, hein. Enfin, cet hiver, par exemple, avant la Coupe du Monde, je sais qu'il y a, enfin, mes collègues qui étaient au Japon et notamment Mathias Zupan, qui est entraîneur du team Chushia maintenant, qui a été entraîneur de Ryoyu l'année dernière et qui a passé quand même pas mal de temps au Japon. Il m'a dit, voilà, la semaine avant la Coupe du Monde, on sautait 5-6 barres au-dessus dans le vent de face et pendant la Coupe du Monde, on sautait 5-6 barres en dessous avec pas de vent, quoi. Donc forcément, les mecs qui faisaient 135 mètres la semaine d'avant, bah, ils en font plus que 100 et ils sont pas qualifiés, quoi.
Donc oui, mais bon, après ça, c'est un problème de niveau. Ce serait pareil en France, Ouais. ce serait pareil en C'est Italie. finalement l'élan qui est adapté pour que les meilleurs aillent loin. Voilà, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, c'est aussi un peu dur de s'ajuster là-dessus. Mais oui, il faudrait que pour qu'on puisse être encore plus fort au Japon, il faudrait que ces données-là, ces statistiques-là, si on pouvait les baisser en compétition nationale, ce serait un bon signe. Ouais. Pour pas trop content d'un saut à 135 mètres. S'il y avait 2 mètres de vent de face, c'est quoi du coup? C'est des bonnes qualités de vol, mais un léger manque. C'est dur de généraliser, mais moins de force à l'impulsion. Dans ces cas-là, c'est compensé par la qualité de vol. Oui, tu compenses par les qualités de vol, mais il te manque exactement ce qu'il faut à la table pour pouvoir pousser et avoir la coordination pour enchaîner le vol, quoi. C'est pour ça. De façon plus générale, alors de ton point de vue, tu sais si les athlètes sont, surtout on va dire les têtes d'affiche sont des stars, on va dire, pour le grand public au Japon? Des Ryoyo Kobayashi, Sara Takanashi, Kasai, Bah, en fait, évidemment. ouais, surtout Sara Takanashi, beaucoup plus que Ryoyu, hein, d'après ce que mes collègues m'ont dit et de ce que j'ai vu. Sarah, ça a été vraiment quelque chose de, je crois, d'énorme au Japon. Et je me souviens avoir fait une Coupe du Monde à Sapporo. C'était la Coupe du Monde de Sapporo. Avant qu'on aille au jeu, il y avait Sapporo, Zao. Et je crois qu'après, il y avait les Jeux ou quelque chose comme ça. On a fait une presse-conférence dans une entrée de métro en plein centre de Sapporo. Et je me souviens, il y avait donc quelques athlètes qui étaient là, quelques questions. Et il y avait peut-être, je sais pas, il y avait peut-être 250 journalistes, des télés. Et il y avait cette petite Sarah qui était là au milieu des journalistes. Enfin, 2 mois avant les Jeux. Et là, quand on a vu ça avec Jacques, on s'est dit, bah là, ils sont en train de la massacrer. Ah ouais, d'accord. C'est trop d'émotion. Et, et du coup, voilà, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que Sarah, c'était quelque chose de grand au Japon. Et en fait, ça, c'est surtout dû au fait qu'en fait, d'après ce que m'ont dit les collègues japonais, c'est que les compétitions dames étaient gratuites au Japon. Donc voilà, encore une fois, merci la télé. La popularité, elle est venue surtout de. Et puis le succès, hein, parce que bah, évidemment, il n'y aura pas eu de popularité sans succès. Tout ce qu'elle a gagné dans les années, à partir des années 2011 jusqu'à aujourd'hui, et toutes ces compètes que les gens ont pu voir à la télé, ça l'a vraiment rendu hyper populaire, quoi. Mais après, voilà, Ryoyu, évidemment que depuis la médaille au jeu, c'est aussi quelque chose. Et puis Noriaki qui est immortel. Et donc, si on va dans une rue de Tokyo, loin de Sapporo, parce qu'on sait que finalement Sapporo c'est une grande ville, mais c'est aussi une ville de sport d'hiver. Si on va Ouais. dans une grande ville comme Tokyo, il y a des chances qu'il y ait des gens, on va pas dire tout le monde, mais qu'il y ait pas mal de gens quand même qui sachent de qui on parle, si on parle d'un Ah Sara oui, oui. Takanashi ou Ryoyu ou Kasai. Ah oui, oui, je pense, ouais. Parce qu'au final, dans les sports d'hiver, il y a vraiment, je pense que le saut qui est très fort. Le combiné a eu aussi quelques très, très bons athlètes. Et puis, peut-être aussi dans le freestyle. Je crois que dans le freestyle, ils sont aussi très bons. Mais dans les sports d'hiver, c'est quand même le saut, c'est la tête de gondole, quoi. Donc, je pense que oui, oui, tout le monde, en tout cas, beaucoup, beaucoup de gens doivent les connaître. Ils ont quand même. Ils sont reconnus, oui, ça c'est sûr. Donc ouais, le saut féminin est au moins aussi important que le saut masculin au Japon. Je pense, oui. Par les résultats ou de façon intrinsèque, ils s'intéressent aussi au sport sport féminin. Je pense que c'est surtout par les résultats, quoi. Après, les perfs, enfin, ouais. Je pense que c'est surtout les résultats. Ouais. Et tu en as parlé rapidement, tu es aussi en charge du combiné nordique. Ouais. Euh, Est-ce que pour le coup, il y a aussi une différence de popularité ou ça marche aussi très bien au Japon? Alors ça, j'ai vraiment du mal à répondre parce que j'ai pas été beaucoup avec les combinés. Je les ai rencontrés la première fois l'année dernière. Bon, je connaissais les coachs, certains athlètes de vue, évidemment, hein, depuis le temps que je suis sur la Coupe du Monde. Je les ai vraiment rencontrés et le staff en stage à Ramsau l'année dernière au mois de fin septembre, début octobre.
Et là, on a bossé 2 semaines ensemble. Ils sont venus à Planitza. Et après, je les ai revus de temps en temps sur les compètes l'hiver pour apporter des combinaisons pour les aider. Et par rapport aux combinés, je saurais pas trop dire quoi la popularité du sport. Je sais que bon, il y a quand même Akito Watabe qui est un grand monsieur qui me fait penser à un Jason quoi. J'ai beaucoup travaillé avec Akito cet hiver et c'est vraiment un personnage fantastique quoi, un athlète humble. Enfin, après avoir discuté avec lui, j'ai un peu regardé sur le site de la FIS les résultats exacts. Je connaissais 2-3 performances évidemment, mais voilà, il a dû entrer peut-être 200 fois dans les 10 en. 10 années ou 12 années de suite, enfin, c'est impressionnant. Voilà, ouais. Donc ouais, vraiment des gens fantastiques, quoi. Et puis dans le combiné, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle anglais, parce qu'ils ont des techniciens étrangers depuis plus de 30 ans. Donc 2 techniciens qui ont commencé aux Jeux Olympiques d'Albertville et qui sont toujours dans l'équipe. Et donc là, je pense que ce qui a fait que les athlètes parlent anglais, il y a cette tradition dans le combiné où voilà, il faut parler anglais. Et donc, du coup, voilà, c'est plus facile de faire des blagues, de rigoler, de communiquer. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe du combiné, malgré qu'on ait eu une saison très difficile. Ouais. Après, la popularité au Japon, je sais pas trop. Sans aller dans les clichés, il y a une barrière de la langue. On voit que bah, typiquement Ryoyu Kobayashi, on rigole parfois de ses interviews en anglais. Ouais. Et avec le staff, avec toi, il est un peu plus disert, il parle un peu plus. Parce que, Ouais, un petit peu plus, ouais. parce que là, même après le saut en Islande, l'interview en anglais, il dit ouais, amazing feeling, it's fantastic, mais et en japonais, il parle pendant 3 minutes non-stop. Ouais. C'est un choix, on va dire, ou c'est une timidité dans une autre langue? Non, je pense que c'est la personnalité. Et puis forcément, il y a une barrière de la langue qui l'empêche de s'exprimer peut-être comme il voudrait, quoi. Mais en tout cas, oui, avec nous, il est évidemment un peu plus ouvert et on discute un petit peu plus, mais ça reste malgré tout, voilà, ça reste malgré tout succinct et on va à l'essentiel, quoi. Mais il y a une interview que Ryoyu répète très très souvent pendant l'hiver et à chaque fois quand on lui dit, surtout à la tournée, quoi. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Est-ce que vous pouvez gagner? Est-ce que blablabla? Et lui, la seule chose qu'il répond tout le temps, c'est I want good performance. Donc voilà, ça. Il veut juste, il pense, Je fais mon mieux. je fais de mon mieux, je fais ce que je peux au max. Mais ouais, la langue pour sûr, parfois est une petite barrière. Et puis souvent, c'est aussi un avantage parce que comme ça, on évite de trop parler. Et ce qui fait souvent aussi défaut à beaucoup d'entraîneurs, c'est qu'on parle trop. Voilà. Du coup, c'est bien, ça coupe. On va au plus simple. Ouais, mais le message passe en tout cas. Voilà. Ouais, non, sans problème. Ok, c'est le principal. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire encore sur ton expérience au Japon? De mon côté, Ouais, bon, a priori, je pense qu'on a fait le tour, mais ouais, globalement, ce qui est intéressant pour un Européen d'aller travailler là-bas, c'est que je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Il faut vraiment s'adapter à une culture qui est quand même vraiment différente. Alors, c'est facile à dire et à imaginer quand on est à l'extérieur. Par contre, une fois qu'on est quand on est à l'intérieur du business, je pense qu'il faut vraiment avoir une grande ouverture d'esprit et puis ouais, vraiment s'adapter parce que les choses marchent vraiment pas du tout comme elles marchent en Europe, quoi. Euh, voilà, quand j'étais en Finlande, des fois, c'est surtout pour le staff et puis pour la logistique avec la Fédé, avec les organisations. Des fois, tu dis voilà, moi je veux que ça me fasse comme ça et voilà, on fait comme ça. Au Japon, il y a d'autres trucs, d'autres paramètres. La hiérarchie est aussi hyper importante, donc il faut, voilà, c'est. Mais une fois qu'on est dans le groupe et puis avec les athlètes, voilà, c'est la même chose avec toutes les équipes. Quand on essaye d'être au plus proche des athlètes. Et puis
Et puis créer un lien qui fait que les athlètes croient en nous, qu'ils aient confiance en leur matos, confiance en nous. Et ouais, en tout cas, je suis vraiment heureux d'être là-bas. J'apprends beaucoup de choses. Ouais. Tu repars pour une deuxième saison avec l'équipe japonaise. Je repars, oui, sur une deuxième et puis j'espère sur une troisième. Le but, c'est d'aller gagner l'or Ok. olympique à Cortina Milan, à Milano Cortina, que ce soit avec les filles ou avec les garçons. C'est d'aller, ouais, si ce n'est l'or, en tout cas, aller chercher des médailles. Donc, je suis dans un processus aussi complètement différent de ce que je faisais avant au niveau du travail. Avant, avec toutes les équipes avec qui j'ai bossé avant, j'étais sur mes petits papiers, je dessinais au crayon, je découpais au ciseau. Puis maintenant, on est sur des logiciels pour faire des combines sur l'ordinateur. C'est un petit peu plus précis. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais j'apprends un nouveau mode de travail et j'aimerais bien pouvoir continuer au moins jusqu'au jeu, quoi. Après, voilà, il y a des gens dans l'équipe qui sont là depuis les Jeux Olympiques d'Albertville, donc ça se trouve, je vais peut-être y rester 30 ans encore. C'est tout ce qu'on te souhaite si tu y es bien. Merci. Du coup, ça fait un peu la transition. Donc, avant d'être avec l'équipe japonaise, tu étais avec l'équipe finlandaise. Ces mots que s'achève le premier épisode avec Fred Zos que nous avons scindé en deux. Donc, on a parcouru son parcours avec le Japon et l'événement récent de Ryuyu Kobayashi avec Red Bull. Dans le deuxième épisode, dans quelques jours, vous écouterez Fred Zos nous parler du saut à ski en Finlande et vous verrez qu'on a un petit peu parlé aussi de Slovénie et de Turquie. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se retrouve dans quelques jours pour le deuxième épisode de cet entretien super intéressant.